Oui, bonjour Patrick. Aujourd'hui, je t'invite sur ma chaîne YouTube pour que tu nous parles de la situation agricole française, voire même européenne. Donc, tu es agriculteur, producteur de grandes cultures, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Dans la Somme, grande culture, hein, enfin, betterave, patates, blé, etc., etc., du lin. Et donc, tu es installé avec ton fils et ton épouse. Donc, je te donne la parole sur la situation, comment ça évolue, parce que je ne sais pas si tu as vu. Mais depuis les conflits géopolitiques, depuis l'Ukraine, ça avait beaucoup bougé. Et là, avec le Moyen-Orient et tout, ça bouge à une vitesse phénoménale, hein. T'as vu un peu? Non seulement ça bouge à une vitesse phénoménale, mais c'est une catastrophe qui s'accélère pour l'ensemble des agriculteurs et des filières françaises, avec justement un simili, on l'a vu au niveau de l'Assemblée nationale, un simili de loi d'urgence agricole, et on a vu ce qui s'est passé en quelques jours, c'est-à-dire comme d'habitude, comme depuis 4 ans maintenant, c'est un déchirement entre les groupes, avec évidemment en plus comme d'habitude, on l'a bien vu, puisqu'on va reprendre le dossier PPE3, où lorsque l'Assemblée nationale essaye de trouver un accord avec quelqu'un ou sur quelque chose, le Conseil constitutionnel peut rechanger et totalement annuler les donnes. Donc, on est dans un sketch permanent. Le problème, ce qui n'est pas marrant, c'est que c'est les agriculteurs français qui sont les acteurs et les premières victimes, parce que tous nos politiques et tous nos responsables, pour eux, au niveau salaire, au niveau avantage, au niveau Ah oui. énergie et tout ça, rien ne change pour eux. C'est quelques dizaines de milieux pour chacun d'eux. Donc, ils peuvent jouer. Pendant ce temps-là, il y en a qui souffrent et il y en a encore qui se suicident. Oui, tout à fait. Donc, tu voulais me parler de la crise des céréales, du lait, des patates. Tu commencerais par quel sujet? Alors, je vais faire le plus court parce que je suis producteur de pommes de terre. On va démarrer par la pomme de Oui, terre. vas-y, parle-nous des pommes de terre, Essentiellement, la situation. alors, la situation, elle est dramatique sur plusieurs points. La première chose, il faut le dire, j'ai eu hier un producteur de l'île de Noirmoutier qui redémarre sa production et qui vend à 1,60 € le kilo. Et je suis content pour lui, je ne suis pas jaloux. Voilà. Nous, aujourd'hui, les pommes de terre anciennes, les vieilles pommes de terre, on ne les vend pas à 1 600 € la tonne, on les vend à 30 € la tonne. Alors, est-ce que tu as déjà vu ça depuis que tu es installé? On a vu ça il y a une vingtaine d'années, mais l'État à l'époque avait indemnisé. On avait mis du bleu de méthylmène et de l'eau de javel et on avait indemnisé. Sans ça, on Voilà. n'a jamais vu ça. Mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas sur la surproduction. Même si cette surproduction, elle était annonçable pour différentes raisons. La première chose, c'est que les céréales, on en reparlera après, ne valent plus Oui. grand-chose. Donc les gens cherchent d'autres productions. On a une baisse de la surface de betterave. Pareil, on pourra en reparler, ce qui est quand même dramatique quand on sait que la betterave, dans notre région, on a les plus grosses usines d'éthanol en Europe, je ne vais pas dire mondiale, mais en Europe. Donc, on pourrait développer, mais je l'ai annoncé des dizaines de fois sur les réseaux, le dossier n'est jamais repris. Il vient d'être repris là par une députée européenne. Bon, je ne sais pas ce que ça aboutira, mais en fait, on a perdu 3 mois. Donc ça. Et la troisième chose, c'est que grâce à ces 700 000 tonnes qu'on va jeter, je dis bien qu'on va jeter en France, à peu près 2 millions de tonnes en Europe, on a notre prix qui, pour l'année prochaine, puisqu'on a des contrats, a baissé d'environ 30%. Donc, vous avez compris que toutes les belles discussions sur les lois Egalim, qu'il fallait appliquer, tout ça, la pomme de terre n'en fera pas partie. Et il faut être clair, 30% du prix, c'est largement, c'est même un peu plus que la marge. Donc, tout le monde, tous ceux qui ont des contrats pour l'année prochaine, vont produire à perte. Donc, on est en train de regarder, puisque je suis moi-même à l'interprofession des pommes de terre, je suis en train de regarder pour qu'on trouve des solutions à mettre en place parce que j'ai vu un producteur d'une centaine d'hectares qui fait du frais et lui qui n'a pas du tout de contrat. Il m'a dit j'ai perdu quasiment 800 000 € cette année. Et il dit impossible de vendre et puis impossible de trouver des solutions. Et en plus de ça, la grande distribution vient de quitter la filière parce qu'on a une filière avec pommes de terre avec comment dire une filière longue avec la production, le négoce et la grande distribution. Et ben la grande distribution a décidé de quitter la filière pommes de terre, donc le CNIPT, fin juillet. Donc tout va bien, vous avez vu. Les annonces au niveau des journaux et des chaînes, tout va bien, voilà Madame la Marquise, sauf que dans la réalité, on continue encore à s'enfoncer. Et aujourd'hui, la démarche va être la même dans le lin, puisque le lin est une production qui se développe énormément aujourd'hui, mais
avec des limites, puisque toute notre lin part en Chine pour être travaillé. Alors, avec les problèmes qu'il y a eu de transport, déjà, ça a freiné. Et le lin, là, on a eu beaucoup d'eau. On devrait avoir un coup de chance. Ayant beaucoup d'eau, le lin, c'est une plante qui pousse très vite. On devrait avoir des lins qui devraient être convenables avec une plus grosse surface. Donc, si on a une production à peu près convenable en lin, où on n'utilise pas d'azote, donc très importante, c'est un peu comme les pois, où on a très peu de charges, le problème, c'est que si le lin est bon, il se vend, et ça le prix, c'est le prix mondial, hein, le prix de marché. Mais si le lin est trop petit, ce qu'on a vécu les 2-3 années avant, on jette la production, c'est-à-dire qu'on fait zéro sur nos cultures. Et comme cette année, on a des belles productions, potentiellement, et ben, on a aussi plus de semences qui va se produire. Et ben, on va se retrouver comme dans les pommes de terre. Si la céréale ne remonte pas, les gens voulant faire autre chose que des céréales, et ben, on va planter le lin, évidemment, en 2027, certainement, ou 2028. Donc, on va arriver dans un système totalement bouché parce que depuis 10 ans, c'est ce que me disait hier, j'ai eu quelqu'un qui travaille au niveau de la filière, je dirais, agricole depuis des années. Il me dit, ben, c'est le seul président aujourd'hui, Macron, qui depuis 10 ans n'a jamais eu de programme agricole. Aux États-Unis, dans les autres pays, il y a des programmes, ils plaisent ou ils ne plaisent pas, mais en 10 ans, parce que j'ai vu que M. Fesneau avait réagi, mais M. Fesneau, il a fait comme beaucoup pompier, mais il n'a rien créé. Donc, on fait des 40 000, des 50 000, des 80 000 euros, 80 millions d'euros, mais il fallait faire un plan de plusieurs milliards, comme ça a été fait par les prédécesseurs, par Chirac, par d'autres, oui, pour avoir un objectif, ce qui n'a absolument pas été fait. Et c'est aujourd'hui, avec l'agriculteur en colère, ce qu'on essaie de mettre en place pour l'ensemble des politiques, c'est-à-dire, et bon, il y en a beaucoup, on a beaucoup de travail, il y en aura peut-être moins dans 4-5 mois, mais aujourd'hui, on leur dit tous, non, non, un programme agricole, une solution, une souveraineté, parce que c'est bien d'avoir une souveraineté, puisqu'ils ont ressorti, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais 32 ou 36 milliards pour l'armement. Vous pouvez avoir une armée d'armes. Si vous n'avez pas à manger pour les militaires, ça va être très compliqué. Donc, on se bat là-dessus et on a des portes qui s'ouvrent et il y aura, j'en reparlerai si ça t'intéresse, j'en reparlerai. On est en train de mettre en place des référendums qui vont passer au niveau de la télé pour justement que les gens s'investissent et recroient, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, pour réapprendre à croire non seulement au vote, parce qu'il faut que les gens puissent voter, mais aussi à notre agriculture. Mais pas verbalement comme nos politiques, de façon investie et de façon courageuse. Parce qu'aujourd'hui, Yaka Faucon, on n'a qu'à voir les Yaka Faucon. On l'a vu avec la loi d'urgence agricole, puisque là, et je finirai là-dessus, le Rassemblement national, LFI et les écologistes ont voté quelque chose de logique. C'est-à-dire que la logique, ce qu'on apprend à nos enfants, on peut produire ça. Donc, ce qu'on peut produire avec les produits, on peut les importer. Et on a vu, moi-même, j'ai été complètement attaqué sur les réseaux par Julien Dive, par des personnes pourtant qui sont pro-agricoles, en disant « Ah, c'est débile ce que vous faites, c'est n'importe quoi, vous êtes populiste, vous êtes complotiste. » Mais non, on est logique. Tu sais comme moi, Philippe, que demain, le programme de Rassemblement national, le programme des écologistes et le programme de LFI ne vont pas être les mêmes. Mais sur cette logique de dire ce qu'on sait produire ou ce qu'on veut produire, on l'importe et rien d'autre. Et surtout pas des produits qui ne sont pas contrôlés, des produits qui ont des produits interdits depuis 20 ou 30 ans, c'est logique. Mais les lobbying sont furax. Donc, je me suis fait dézinguer, mais je n'ai pas peur, hein, j'ai réagi. Mais ce qui est important quand même, c'est que dans la foulée, et je pense que tu l'as vu, la Hongrie a décidé, même si elle fait partie de l'Europe, de ne plus intégrer un grand nombre des produits ukrainiens parce qu'ils ne répondent pas au cahier des charges de la Hongrie. Donc, ça peut se faire. Le problème, comme j'ai dit vulgairement, il faut peut-être avoir un petit peu de couille ou au moins un tout petit peu de courage. Voilà. Oui. Bah, de toute façon, là, bien sûr que le modèle, on est obligé de le changer, hein. On est obligé d'interpeller tous les politiques puis leur dire la gravité de la situation. Mais quand le conflit est arrivé en Ukraine, il y en a beaucoup qui s'en rappellent pas. Mais au départ, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie, ça remonte peut-être à 2022, ce que je te dis là, tout au début du conflit. Il avait refusé les céréales ukrainiennes, ces 4 pays-là, parce que la von der Leyen, elle les avait appelés justement. Il avait été menacé par l'Europe qui respectait pas le libre-échange. Et eux, il avait dit, bah attendez, nous, on va pas s'autodétruire. Tu sais très bien que j'ai beaucoup de monde qui m'appelle, hein, que ce soit en France ou même d'autres pays européens, ou qui m'envoient des informations. Bon, parfois, je n'arrive pas à tout décrypter parce que c'est en anglais. Mais là, je viens d'avoir l'info qu'en Ukraine, il faut à tout prix qu'ils vident leurs réserves de blé. Et là, aujourd'hui, sur
à 110 euros, tu as du blé ukrainien. Alors oui, il faut le transporter, il faut tout Oui, ça, mais oui, je pense qu'on va être comme l'année dernière encore à 100 euros en c'est dessous. ça. Et eux, à 100 euros, ils vivent. Alors là, nos chers compatriotes politiques français, s'ils connaissent un producteur qui sait faire du blé à 100 euros, avec les contraintes phytosanitaires, avec le prix de l'engrais et avec les taxes, ben là, surtout, faut qu'ils nous appellent, hein. Non, Faut mais qu'ils ça nous fassent un n'existe mail. pas. Je te rassure, ça n'existe pas. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on est encore une fois, nous, les bons samaritains français, je peux te dire qu'il y a du blé ukrainien qui va encore rentrer. De toute façon, c'est très simple. On sait produire, on sait grosso modo exporter à peu près 30 millions de tonnes en France. Et ben c'est très simple en Europe. On importe un peu plus de 30 millions de tonnes. Donc la solidarité des 27, tu comprends, c'est mon œil, d'accord? Tout le monde, il n'y a qu'à faucon, mais quand on va chercher ou quand on va acheter, eh ben on va acheter au moins cher. Donc le système est à purger, je dis bien à purger, il ne Ah peut plus oui, exister parce que il est absolument pas fiable. Et non seulement il n'est pas fiable en France, mais il n'est pas fiable en Europe. C'est-à-dire tout le monde fait à sa mode. Et évidemment, les Français, puisqu'ils sont assez proches, nos responsables de von der Leyen, doivent être les seuls à peu près à appliquer le système. C'est-à-dire qu'on fait plus de lois. Là, tu le vois bien, j'ai vu que, comment dire, sur un tweet que là, les coopératives vendent du flufénacet à fond de train. Bah oui, nous, il est interdit au 10 juin, donc il faut le vendre, sauf qu'il y a d'autres pays de l'Europe, il est autorisé jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est toujours pareil. On a des politiques qui disent je vous soutiens, je vous aide, nous allons vous aider, c'est mon œil. Aujourd'hui, il y en a une qui commande, même encore aujourd'hui d'abord qui intervient, on ne sait pas pourquoi, c'est Pannier-Runacher. Pannier-Runacher, Madame Pannier-Runacher a mis des gens à elle dans tous les systèmes de l'État, c'est-à-dire, moi je peux le dire, entre autres, au niveau des céréales, au niveau des produits phytosanitaires, au niveau de l'écologie. Ils ont mis ces gens-là partout. Donc aujourd'hui, ils font pas de bruit, ces gens-là. Ce pas des gens qui prennent la parole, mais ils sont là. Et dès qu'il y a des lois qui sont mises, ils font des pieds et des mains pour que ça ne passe pas. Et on l'a vu, et il y a encore quelqu'un qui l'a dit à l'Assemblée nationale, il y a plein de lois qui ont été écrites pour l'agriculture qui ne sont pas passées depuis plus d'un an. Donc, l'effet d'annonce, évidemment, il va falloir qu'ils en sortent. Mais là, les présidentielles s'accélérant, je pense qu'ils vont se dénoncer l'un l'autre. Parce que là, voilà, on est à une course du 10 000. Donc là, on arrive dans le dernier tour. La cloche, elle a sonné. Donc là, ça va être plus de cadeaux. Donc tout le monde va se dézinguer. Une dernière chose sur l'agriculture, puisque la loi d'orientation, vite fait, la loi d'urgence, on va la passer parce que c'est un sketch, elle n'est pas finie. Il faut savoir quand même, et j'ai fait un tweet dessus, il faut savoir que le groupe de Horizon, 3 personnes de Horizon, dont une personne qui fait partie de l'OFBL, s'en est pas vanté, Madame Genevard avait dit on ne touchera pas au RPD, parce que je vois que c'est ressorti la RPD. Julien Dill a dit qu'il fallait supprimer la RPD qui est de 200 millions. Alors sur la RPD, c'est un sketch. Il faut savoir qu'il y a 3 personnes qui ont déposé, qui a été adoptée pour la loi d'urgence, comme quoi il fallait multiplier les RPD par 5. Mais surtout, il ne fallait pas que ça soit payé par l'agriculteur. C'était que par la boîte phytosanitaire. Alors, je vais te prendre un seul exemple, c'est le chlortoluron, tu connais bien, qui est vieux comme le monde. Il a déjà une RPD qui est élevée. De tête, ça doit être 8 euros. Vous imaginez que si vous la multipliez par 5, eh bien, c'est le chlorto, ça doit être 9, 8, 9 ou 6 euros. Quelle société va payer, va donner à l'État 30 ou 35 euros pour vendre du chlortoluron? C'est-à-dire, évidemment, c'est pernicieux. On ne touche pas au RPD, mais le fait pour le producteur, mais le fait d'augmenter les taxes par 5, mais par tous les produits, hein, je peux te montrer, j'ai le dossier, pour tous les produits, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les sociétés ne vont plus vendre ces produits en France. Et on va encore perdre 30 à 35 pourcentage des produits. Donc, j'ai été tellement loin que Vincent Louot m'a répondu, pas qu'à moi, mais il a dit non, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose de personnel, c'est une initiative, on va le supprimer, vous inquiétez pas. Non, mais vous inquiétez pas. Comme si le groupe Horizon, il peut passer quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale et que ce soit confidentiel. Donc, je vous dis, il faut être vigilant sur tout, il faut se battre sur tout. Et surtout, quand je dis surtout, on manque aujourd'hui de personnes qui sont vigilants, on manque de moyens, on manque de personnel. Et surtout, n'hésitez pas, aussi bien partout par nous, de nous donner les éléments, parce que ça, c'est pareil. Je l'ai appris par quelqu'un, on ne peut pas tout suivre, mais non. tout est vicieux, tout est fait dans le dos des producteurs. Tout. De toute façon, que ce soit la loi d'urgence ou ce que tu voudras, il n'y a rien qui remet en cause le modèle et qui apporte un revenu aux agriculteurs. Le cœur du sujet, c'est le revenu, que les gens arrêtent de se suicider et que c'est un drame partout. On voit bien tous les dossiers qui nous arrivent, hein. C'est un drame partout. Les céréaliers sont très très touchés et la viticulture, énormément actuellement. Les éleveurs, on va dire aussi, mais ils l'étaient avant, eux. Bon.
Et tu voulais dire un mot sur la baisse des volumes de lait. Ah ouais, alors le lait, c'est dramatique. Je te donnerai les éléments directement. J'ai une note de quelqu'un qui est une note interne donc de la filière lait. Je suis surpris que je sois un des premiers à en parler. Donc, la filière lait, pour être clair, 17 pays européens vendent du lait en France. 17 pays vendent du lait en France. Et pourquoi? Donc, la base, parce que je vais te dire exactement, Alors, c'était la déjà base, le la cas, première base, ça remonte déjà. la première base, c'est l'écart du coût de la transformation. La transformation en France coûte en moyenne 138 euros, alors qu'on est à moins de 80 euros pour 1000 litres en Allemagne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix aujourd'hui du lait, eh ben, il est dramatiquement plus bas et plus intéressant pour les pays étrangers. Donc, on achète du lait transformé pour refaire nos fromages, mais on a un problème aujourd'hui d'investissement dans la filière lait. C'est-à-dire que non seulement on perd du volume, mais nos outils industriels ne sont plus performants. Donc, à moyen terme, pour réinvestir, eh ben, on va baisser encore plus le coût du lait en France que dans les autres pays. Et je répète, on fait baisser les prix et on importe du lait de 17 pays européens. Je te les donnerai. Je dis bien 17, on me dit c'est faux. Je regrette. Prix du lait. Alors, il y avait déjà pas mal de pays, parce que et ça vient de la filière laitière française. C'est une note d'enjeu de la laitière française. oui, C'est marqué là, truc, une concurrence intra-européenne structurellement renforcée depuis 2015. Parce qu'il y en a qui ont investi et d'autres, à l'époque, tu te souviens, la crise du lait, et ben, il y a des usines qui ont fermé. Donc, on est intrinsèquement 60 euros, ce qui est énorme, 60 euros plus cher pour transformer le lait. oui, parce qu'il y a longtemps qu'on en exporte, mais on en exporte et on en importe. Mais ce qu'il y a, c'est que la filière a pas fait les bons choix. Ils ont été sur des projets bord poudre à l'exportation, ils ont fait des conneries, surtout les coopératives. Et on n'a pas fait les bons choix au moment donné. Alors, va falloir tout revoir là encore. Mais s'il faut revoir, parce qu'il va falloir revoir les filières d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les politiques, tout va s'effondrer sinon. Donc, quand on va Oui, oui, revoir les mais filières, hein, Philippe, souviens-toi, depuis 10 ans, tous ces gros groupes de lait, tout ce qu'ils ont investi à l'étranger, oui, bien c'était sûr. un choix. Ils ont choisi d'investir à l'étranger, de racheter Oui, des filières où justement on est moins taxé. C'est toujours une question de oui, taxation. Et oui. donc faire du résultat en France, bon bah si on peut, c'est bien. Si on peut pas, on s'en Ah fout. ben on va Parce qu'ils vont ailleurs. les faire ailleurs. Voilà. C'est exactement le même dossier que Total. Pareil. Total, il est gentil avec les France, mais il ne fait pas de résultat. Ben oui, mais n'empêche que c'est une filière française. Donc, il ne fait pas de résultat, il est généreux. Ben le problème, c'est que dans le lait, comme c'est quand même moins rémunérateur que le pétrole, ben, ils sont moins généreux. Mais c'est le même système. Voilà. Mais de toute façon, je te dis, s'il n'y a rien de revu, on part sur du 100 000, 100, 120 000 agriculteurs qui risquent de rester, mais ça peut aller vite, hein. Et les gars, Aujourd'hui, 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 on en perd 15 000 par an. ah Donc, oui, je suis d'accord avec toi. 20 ans, c'est à peu près 300 000 de moins. ouais, Si on casse pas le rythme, c'est 300 000 de moins dans les 20 ans. ouais. Et alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ceux qui disent, bah tiens, je vais essayer, moi je vais essayer de rester le dernier, hein, ça sera moi le plus fort, parce que tu connais la mentalité agricole, hein, moi je suis meilleur que mon voisin. Tu crois que ces 100 000-là, ils seront heureux et ils seront dans un modèle épanoui avec des jeunes, avec le renouvellement des générations? Sûrement pas, hein. Alors, je vais te surprendre, je vais te surprendre. Oui, ils vont être heureux. Ils vont être heureux, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est ceux qui auront fait le choix d'intégrer les coopératives, les Oui. fonds de pension, les multinationales, comme ça se fait déjà dans le port. Bon, là, Ah le oui, port, moi, j'ai un cousin par alliance. Il a fait le choix il y avait déjà 4-5 ans. Il est salarié de sa porcherie. Il a vendu sa porcherie à un groupe. Donc, il est salarié. Donc, il s'en fout. Que ça vaut 1,50 € ou 2 euros, il s'en fout. Mais il fait plus de port. Il dit que c'était trop dangereux. Je pense qu'en poulet, on va arriver dans le même système, puisqu'on veut développer des poulets. Mais quand pour un poulailler qui tient à peu près la route, que ce soit poulet de chair ou bien poulet des œufs, il faut mettre à peu près sur la table 1,5 million, 2 millions d'euros. C'est impossible. C'est impossible. Donc, on fait partie d'une filière. Aujourd'hui, les filières, ils font partie de groupes coopératifs ou bien d'agro-industriels. Donc, on y est parti. Moi, j'ai quelqu'un là qui m'a dit le poulet d'Ukraine, il peut parfois descendre en Europe à 1,60 € le kilo. 1,60 € le kilo. Donc aujourd'hui, en fait, c'est fait dans notre dos, on ne s'en rend pas compte, mais ça commence à être fait. Et aujourd'hui, et si on ne se réveille pas là très très rapidement,
eh ben, on sera obligé. C'est-à-dire qu'il y aura des associations comme on a aujourd'hui, par exemple pour les pommes de terre ou on est obligé de produire au cahier des charges par l'industriel au prix qu'il nous a dit en achetant le plan chez eux. Donc, il faut savoir aujourd'hui, je vais te prendre un exemple, il y a des industriels qui ont contractualisé à 28 tonnes hectares de pommes de terre. Donc, tu as compris, 28 tonnes, c'est quand même pas grave. Tu vas payer 1500, 1800, 2000 euros de plan. Tu vas produire, tu vas mettre les produits phyto, tu vas planter, tu vas arracher. Ben, si, comme cette année, ils ne prennent pas le surplus, ben, tu as travaillé au mieux pour rien gagner et souvent à perdre. Parce que si tu as un problème sanitaire, si tu as un problème de qualité, ils ne prennent pas tes pommes de terre parce que ça ne correspond pas au cahier des charges, ben, tu restes avec. Donc aujourd'hui, ça va être un des seuls moyens, comme font déjà certains, de dire, ben, écoutez, moi, et c'est le cas, aujourd'hui, les industriels, ils prennent des entrepreneurs, ils viennent dans nos champs, ils disent, vous aurez tant de l'hectare et nous, on va planter, on va traiter, on va récolter, puis on va ramener en Belgique ou en Hollande. Puis les gars ici, parce qu'ils n'ont aucun risque. Donc, ils prennent temps, puis terminé. Donc, ça va se développer. Ça se développe depuis longtemps, mais là, ça va s'amplifier parce qu'avec des prix d'engrais comme on a ou avec des charges comme on a, avec des prix de vente qui vont baisser, ben, le système, c'est soit je fais faire et je gagne un tout petit peu et je donne mes parcelles à faire, soit ben, je prends le risque de me faire un rakiri et puis personne ne va vouloir le faire à terme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi une volonté politique de l'agrobusiness de dire voilà, on va avoir, alors pas comme en Amérique, puisqu'ils ont déjà des fermes de 10, 15, 20 000 hectares. En France, on sait que ça ne sera pas possible, mais on pourra avoir des agro-industriels qui auront 5, 10, 15, 20 000 hectares. Ça ne sera pas un problème. Oui. Alors, pour l'information des auditeurs, il y en a qui sont au courant, hein, mais dans les productions hors sol, lapins ou porcs ou autres, ils voient qu'il manque de marchandises en France. Il y a des industriels qui commencent à reprendre des exploitations. On en a. Et ils mettent, soit ils gardent le paysan dedans, soit ils mettent un salarié. Alors, il essaye de l'optimiser, il essaye de faire des élevages très grands pour que le mec, tu vois, il bosse comme une bête pour sortir un volume. Ça commence, hein, ça y est. Non, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et dernier point, puisque c'est quand même là, tout le monde en France est impacté, c'est le problème de l'engrais. Donc, évidemment, la taxe engrais que personne ne veut supprimer. Toujours encore un bon dossier français, ça, même si on dit que c'est européen. Non, la France, elle peut prendre la décision. Si on dit non, et puis c'est très simple, on peut acheter des engrais bien ailleurs qu'en Europe. Alors, vite fait pour expliquer. Il y a 3 bases importantes d'engrais parce que pour l'engrais, il faut à peu près 800 mètres cubes d'azote pour faire 1 tonne d'engrais. Donc, les bases d'engrais ou les bases d'approvisionnement, ça ne peut être que les USA, ça ne peut être que l'URSS pour le gaz et ça peut être que le Golfe. Donc, ça, ce n'est pas européen. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc, le problème, c'est que nos chers amis européens se sont fâchés avec Trump. Alors oui, il a beau être con, mais moi, j'ai plein de gars que je trouve cons, mais quand j'en ai besoin, j'évite de leur dire. Ils ont décidé de faire la guerre et de rentrer en guerre avec l'URSS. Par contre, le gros courage, et je veux que tu le saches et que les auditeurs, le gros courage français fait que la France a été le pays qui a acheté le plus de gaz à l'URSS au premier trimestre de cette année. Oui, parce que ça passe par l'Inde, c'est revendu, c'est pour ça. Oui, mais c'est une réalité. Oui. Mais évidemment, c'est pour faire plaisir à certaines personnes. C'est pas pour les agriculteurs. Ça, je te le dis, c'est pas vrai. Et la 3e base, oui, c'est le Golfe. Mais le Golfe, aujourd'hui, il est fort orienté sur tout ce qui est Asie. Donc, il faut qu'on trouve un deal, soit avec l'URSS ou avec M. Trump. Alors, dire toujours qu'ils sont nuls et qu'ils nous emmerdent, c'est bien. Mais l'engrais ne peut passer que par une solution avec ces gens-là. Ah oui. De toute façon, il y en a qui l'ont compris parce que regarde, on ne prend pas parti ni pour les uns ni pour les autres, hein, mais ils ont fait les BRICS avec la Chine et l'Inde. Il y a le Brésil est dedans. Tu peux te renseigner la puissance de l'agriculture brésilienne puisqu'ils travaillent avec les Russes. Hein, voilà, ils sont dans les mêmes groupes. Hein. Si les Russes ils coupent l'engrais, l'agriculture brésilienne elle est effondrée. Tu peux te renseigner. Alors, c'est pour ça que quand on voit tout ça, parce qu'en plus, nous, comme on a eu des Céveso et tout, nous, aujourd'hui en France, on produit moins d'engrais que la Belgique, hein, et que la Hollande, moins que la Belgique. Mais la Hollande, c'est 2 fois la France, parce qu'on est tellement bon. Tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte pour toute la France. Alors, pour finir là-dessus, moi, je vais te dire une chose.
j'ai lancé depuis longtemps l'intérêt des biocarburants. Les biocarburants, souviens-toi, il y a 2-3 ans, c'était la panacée. D'abord, il y a des structures, des transporteurs qui travaillent qu'avec du bioéthanol, donc comment dire, un carburant qui vient du colza. C'était l'euphorie. Là, tu n'as qu'à voir, depuis le début de la crise, on n'en parle plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? De toute façon, il y a un groupe qui a le monopole là-dessus. Pour la distribution, c'est Avril, c'est Total, et pour la fabrication, c'est Avril. C'est Avril. Aujourd'hui, j'ai un producteur qui a des groupes et puis qui a un méthaniseur. Il s'est renseigné, donc je vais te le dire exactement. Voilà, il a appelé un motoriste. Il a dit demain, l'incorporation du B100 est possible dans une limite sans aucun risque de plus de 10 à 15%. Sans aucun risque, avec quasiment pas de modification. Donc ça, déjà, ça permettrait d'être moins dépendant du GNR. Et après, sur le diesel, sur l'essence, l'éthanol, on nous a fait réduire cette année dans la production de betteraves, alors qu'on a des usines chez Tereos, on nous a fait réduire les surfaces de betteraves parce que le sucre ne se vend pas. Non, mais c'est un sketch. Et tous les autres pays, que ce soit en Inde ou en Amérique du Sud, ils ont dit, vu le contexte pétrolier, on va retirer du sucre, puisque c'est la crise, on produit trop de sucre, pour faire du sucre éthanol, donc de l'éthanol pour l'énergie, c'est-à-dire non seulement les voitures, mais tout ce qui est liquéfiable, pour remplacer l'essence. Donc en Europe, qu'est-ce qui se passe? Des éoliennes, des éoliennes, des éoliennes. Alors les éoliennes, j'en ai encore pris là, il fait 30 degrés, ils vont tourner à fond avec les clims, parce que les clims, ça pollue. Ben non, nos éoliennes, ils ne tournent toujours pas. Mais on va réinvestir quelques 200 ou 300 milliards pour les éoliennes. Donc, pareil, malhonnêteté, parce que tu as compris comme moi, même du panneau photovoltaïque, tu l'achètes, on va le financer, puis ça sort. Mais les éoliennes, le panier obscur de la construction, c'est les Allemands qui construisent, c'est l'État qui donne l'autorisation. Après, l'électricité, elle est vendue à 40, elle est vendue, je peux te dire, les éoliennes, c'est vendu à près de 140 €, c'est racheté. Donc, c'est un panier de crabes. Pourquoi? Il faut que nos politiques y vivent. Il faut être clair, il faut que nos politiques vivent. Tout le monde est pour l'éolien. Alors, il en faut peut-être un peu. Oui, mais moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, quand je vois chez moi toutes les éoliennes qui ne fonctionnent pas quasiment un jour sur 2 ou 2 jours sur 3, alors, à la rigueur, il faut qu'ils se mettent en place. Mais qu'on va continuer la fuite en avant, nous, les premières, ils vont commencer, on va les détruire pour en refaire. On ne refait pas au même endroit, le béton, parce qu'on n'est pas sûr. Donc, on démonte et on fait 50 ou 100 mètres à côté. Non, mais c'est bien, quoi. Non, mais de toute façon, il est clair qu'un pays comme la France, on pourrait faire beaucoup mieux si on avait un vrai pilote dans l'avion. Et aujourd'hui, l'éthanol, alors c'est ce qui dérange, paraît-il, nos politiques, à mon avis, c'est que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que le coût donné à l'agriculteur pour l'énergie soit supérieur au coût alimentaire. Tu comprends? Ça va perturber. On en est là. Donc, parce que tu comprends que si on se met d'accord sur un prix, que la betterave, je prends l'exemple, on peut payer la betterave 10 € ou 5 € de plus par rapport à un dossier de 4 ou 5 ans avec un développement. Tu sais bien que nous, on est dans une région, on a fait l'usine INSEC, 800 millions d'euros. T'imagines, on aurait mis 800 millions d'euros pour faire de l'éthanol ou stocker de l'éthanol. On pouvait faire plus de betteraves. On aurait eu moins de pommes de terre. On a les outils industriels qui sont en train de fermer. Donc, tout est bon. Donc, on veut faire mourir l'agriculture française. Parce qu'on ne prend aucune décision à moyen ou long terme. C'est que du court terme. Allez, il y en a qui crèvent 10 millions d'euros. Il y en a qui crèvent 4 millions d'euros. Comme j'ai dit, là, ce qu'ils ont donné en céréales aujourd'hui, nous, c'était simple. C'était 2,5 millions d'euros pour 24 000 fermes. Donc, c'était on donnait à chacun 100 €. Non, mais tu vois le sketch que c'est? Tu crois que ça va changer quelque chose? À la réunion pour donner les 2,5 millions d'euros, on était quand même à peu près une cinquantaine en réunion. Pour donner, tu comprends, la bonne répartition. Il fallait donner un tel, pas un tel, et puis plus les jeunes. Donc, on fait des réunions pour répartir 100 €. T'as compris? On fait de la réunionique. Les états généraux de l'alimentation. Exactement. Les états généraux de l'alimentation, quand on voit le sketch que c'était les gens qui avaient aux réunions et ce qui en est sorti, c'est un véritable scandale. Un véritable scandale. Donc aujourd'hui, il faut arrêter pour moi de montrer qu'on n'est pas content. Il faut se battre et donner des informations et montrer à des gens comme toi, à toutes les chaînes possibles et imaginables, à tout le monde, que le système, il est pourri et que le système, il est volontairement de casser
l'agriculture française et européenne pour développer le libre-échange, pour vendre des voitures allemandes, des pièces allemandes, voilà. Alors évidemment, on vendra un peu de fromage, on va vendre un peu de champagne. L'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique. Voilà. Mais nous, ce que l'on souhaite, comme a dit M. Attal, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas ni les LFI, ni tout ça. C'est pour ça que je ne comprends pas leur déchirement au niveau politique. Comme dit M. Attal, il faut peut-être regarder pour sortir l'agriculture française et européenne de l'Organisation mondiale du commerce. Et tu vois, je finirai là-dessus parce que certains ont des bonnes idées, et quelles que soient les idées politiques, et ça, je vais me battre là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout. Parce que je pense que M. Attal, on a lui dire non, tu la fermes, va pas nous foutre la merde. Mais je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle est peut-être chez des gens qui ne sont pas agriculteurs et qui n'ont pas une notion d'agriculture, parce qu'au moins, ils vont étudier le problème de façon neutre. Mais là, il y a tellement de magouilles, de lobbying, d'arrangements qu'on ne peut pas s'en sortir. Et il faut vraiment aller toucher tout le monde. Et même, je dis aux gens qui nous écoutent d'aller déboucher leur maire, d'aller toucher leur collectivité, leurs députés, et de dire non, l'agriculture, c'est plus important que les bombes. Donc, c'est bien, il faut savoir se battre. Mais d'ailleurs, peut-être que M. Macron, il va le donner à l'Europe, tout ce qu'on a de militaires. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, on ne peut rien faire. Mais pour l'alimentaire, on a les hectares, on a la surface, on a les agriculteurs, on sait faire. Donc, on ne laissera pas faire parce qu'on ne peut pas être concurrentiel. Là, je prenais les tomates et je finirai là-dessus. Les tomates, là, puisque Mme Genevard a fait la promotion de la tomate cerise. Et bien, la tomate, aujourd'hui, on va être clair, au Maroc, le coût chargé d'un salarié marocain, c'est 0,74 € de l'heure. Bon, tu as compris, je ne dirais pas ce que ça coûte en France. Donc, comment veux-tu te battre? Et on dit qu'il faut manger des tomates françaises. Ben, pour manger des tomates françaises, il faut peut-être se calmer ou taxer les tomates marocaines. Alors, les tomates marocaines pour la taxation, parce que je me suis renseigné. Ah, monsieur Legras, oui, ça a été fait en 2020, la taxation. Ah, d'accord. Et on taxe quand c'est au-dessus de 0,46 le kilo. 0,46, 460 € la tonne de tomates. Non, mais tu ne crois pas? Et ça n'a pas été réévolué depuis 2020. Ça n'a pas suivi l'inflation. Et ils nous font la loi de dire que nous, on n'est pas bon, qu'il faut qu'on produise plus, qu'il faut qu'on se remette en question. Non, mais c'est pour ça que, de toute façon, si tu n'as pas des lois alors, les politiques il faut faire attention, ils font des effets d'annonce. Hein. Pour les élections, il faut qu'ils s'engagent par écrit. Alors, ce que tu dis là pour l'exemple des tomates, pourquoi c'est bizarre? Parce que pourquoi l'agriculture, on est massacré comme ça, et il y a un tas de professions, réglementées. Je vais pas les citer, ils vont se reconnaître. Il y a plein de professions réglementées où un Marocain ne pourra pas venir concurrencer un professionnel chez nous. Il y en a plein de professions qui se sont protégées, J'ai pas dit qu'il n'avait pas raison, hein, mais pourquoi nous on le fait pas, Patrick? Et on va prendre un truc très simple puisqu'on en parle tous les jours en ce moment. La Chine, on a mis des taxes sur les voitures chinoises. Oui, on l'a fait. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois? Ils vont produire des voitures chinoises en France avec Stellantis. Donc, je suis d'accord avec toi. Quand on veut trouver la solution, on peut la trouver. Oui. Quand on veut pas, c'est exactement ça. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. En France, en agricole, il n'y a jamais de solution. Par contre, pour tous les caïds ou les copains de l'industrie, de l'agro-industrie ou bien de la voiture, de l'automobile, là, on trouve des solutions. Donc, c'est de la mauvaise foi et c'est de la malhonnêteté par rapport à notre souveraineté alimentaire et nos agriculteurs. Oui, puis on va s'arrêter là-dessus. Je te donnerai le mot de la fin. On voit aussi à travers les quelques manifestations qu'ont fait la FNSEA, si des agriculteurs prennent le temps d'observer, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, on voit le double discours de la FNSEA avec Arnaud Rousseau, mais c'était pareil avant, où il fait croire qu'il défend les agriculteurs, mais à travers le groupe Avril et toutes les sociétés qu'ils ont, il est vraiment dans le double discours. Hein. C'est la trahison des paysans. Moi, je le respecte en tant qu'homme. C'est un homme, voilà, respectable, intelligent. Mais la politique qu'il défend, il va contre nous. Il est en train de détruire la paysannerie. Ils tiennent un double discours. Allez, je vais, puisque je viens d'un autre syndicat, je vais pas finir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut finir, on est plus de 50% aujourd'hui à avoir plus de 50 ans. C'est-à-dire tout ce que l'on fait, moi, toi, on le fait pour la génération qui suit. Moi, j'ai un fils qui suit. J'ai des jeunes, là, je vais manger chez un jeune qui était FNSEA, qui veut m'inviter son anniversaire parce qu'il veut qu'on échange, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, notre job, il est là. C'est-à-dire que nous, on ne le fait plus pour nous, on le fait pour ceux qui suivent. Alors, on le fait pour ceux qui suivent, puis on le fait aussi pour le consommateur. Parce que moi, demain, s'il faut que j'aille chercher presque ma lampe
ou bien mes lunettes pour manger français, ça me ferait mal au ventre. Je ne m'inquiète pas pour l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Élysée, ils mangeront toujours français. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on ne se bouge pas là avant les présidentielles, et je te le dis franchement, c'est fini. C'est-à-dire l'agriculture, comme tu dis, on va continuer les 15 000 disparitions Ah oui, et on aura 100 000, dont 50 ou 80 000 en agro-industriel payés, comme tu dis, salariés. c'est ça. Je pense qu'on peut le faire, mais ce que je souhaite par rapport à notre échange aujourd'hui, on ne le fait pas pour nous, on informe les gens. Ce qu'on souhaite uniquement, c'est que les gens qui ont notre âge ou qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont fait leur vie dans l'agricole, eh ben, ils aient le courage de se dire, allez, on se bouge, quel que soit leur syndicat, Ah mais on oui, se bouge ensemble, parce que pour moi, le syndicalisme, à terme, il va disparaître, il n'y aura plus de paysans, donc il va disparaître. Par contre, il restera des gars qui se battent, comme toi et moi et comme d'autres, et je pense que la bataille qu'on livre là, dans l'année qui vient, elle est fondamentale, parce que, tu l'as vu, il y a 40 élus aujourd'hui pour être candidat, il n'y en aura qu'un à la fin. Mais si les 39 qui ne sont pas élus mettent la pression en agriculture sur celui qui restera, eh ben on aura fait notre job, Philippe. oui, c'est ça. Écoute, je te remercie, Patrick. À bientôt. À bientôt. À bientôt.